Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Hydrogène vert, le Maroc vise la neutralité carbone avant 2040. Le pays se donne les moyens de cette ambition, une véritable révolution qui se prépare grâce à de brillants scientifiques qui multiplient les efforts de recherche. À suivre une immersion dans le laboratoire de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Stress hydrique, nous irons à Chichaoua où le barrage Boulouane sortira bientôt de terre. Les travaux de construction sont déjà à 50%. Avec une capacité de stockage de 66 millions de mètres cubes, le projet aidera la région à répondre aux défis de la rareté hydrique. Recensement général de la population et de l'habitat, une échéance lancée ce dimanche 1er septembre. Le haut-commissaire au plan Ahmed Al-Alami El-Hilimi a tenu hier une conférence de presse. De gros moyens seront mobilisés pour assurer un recensement efficient des 37 millions de districts répertoriés au plan national. Nous en parlerons avec Hussein Lazaro, directeur régional de l'HCP de l'Oriental. Bonsoir à tous. Chez nous, la transition énergétique continue de creuser son sillon. Le Maroc mise gros sur l'hydrogène vert, un des leviers d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Une course vers la souveraineté énergétique où la recherche scientifique joue un rôle déterminant. Le champ d'innovation pour les scientifiques y est sans limite. À Ben Guerir, Abdelhamid, Jebran Hamza, Sayeh Youssef Chergui et Sofia Fgroud. L'université Mohamed VI Polytechnique, au lieu de l'excellence, c'est aussi un établissement en phase avec l'air du temps. C'est tout naturellement donc que l'hydrogène vert a une place de choix dans ses laboratoires de recherche. L'énergie du futur et la convoitise du présent. Mais le procédé de fabrication est purement scientifique. Bien souvent, il s'agit d'une électrolyse de l'eau, c'est-à-dire faire passer un courant électrique dans l'eau pour décomposer ses molécules H2O et en extraire l'hydrogène. Pour produire de l'hydrogène vert, il faut des sources d'énergie renouvelables, mais aussi du matériel. C'est ce que l'on appelle les électrolyseurs qui vont décomposer ces molécules de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce qui nous intéresse, c'est l'hydrogène. Des chercheurs en physique-chimie des plus brillants développent ici les techniques les plus innovantes de production d'hydrogène vert. Notre travail consiste à développer des membranes à bas coût. Nous travaillons aussi sur des catalyseurs pour les réactions chimiques en vue de la production d'hydrogène mais aussi d'oxygène. Il s'agit de développer des produits respectueux de l'environnement à partir d'une matière première locale comme les phosphates. L'ambition du Maroc est de devenir leader mondial de production d'hydrogène vert et exportateur vers l'Europe et plus tard vers d'autres coins de la planète. Actuellement, le Maroc dispose d'un grand potentiel pour le développement de l'hydrogène vert. Tout d'abord, sa position géographique. Ensuite, l'existence de diverses sources d'énergie propres, comme le solaire et l'éolien. Des conditions idéales pour être producteur d'hydrogène vert. Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, se positionne comme un producteur et développeur d'hydrogène vert. À présent, le regard se tourne vers la destination finale de cette énergie. Souvenez-vous, en mai 2023, l'on découvrait cette voiture aux allures futuristes. Un prototype qui utilise l'hydrogène comme énergie de propulsion. Une technologie développée par un Marocain. En attendant le label Made in Morocco à hydrogène vert, l'expertise en la matière est déjà sur les rails. La gestion des ressources hydriques au cœur des priorités du Royaume dans un contexte des sécheresses. Tout un programme est décliné pour une optimisation de l'utilisation de ces denrées précieuses. Son socle, le renforcement des capacités hydrauliques. Et cela passe notamment par la construction de nouveaux barrages. Ce soir, nous allons à Chichaoua où les travaux du barrage Boulouane avancent bon train. Sur place, c'est un reportage d'Amina Allam ou Tassim Bilal Bouazaoui avec un récit de Sofia Fgrout. L'ouvrage n'est pas encore achevé, mais on distingue déjà son ossature. À 5 km d'Imentenout, les travaux de construction du barrage Boulouane avancent à un rythme soutenu, à mi-chemin de sa finalisation.
Les travaux ont été lancés en 2021. Une fois terminés, la capacité de stockage sera de 66 millions de mètres cubes. De quoi combler le déficit en eau que connaît la région. Le barrage de Boulewen est l'un des chantiers structurels du bassin de Tansift. Il améliorera les capacités de retenue des barrages de la région. Ce barrage est construit sur Oued Ksawa, près d'Imintanout. Parmi ses missions, appuyer l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Imintanout et de ses environs. Développer l'irrigation sur petits et moyens terrains et éviter les inondations. La réalisation de ce barrage est en droite ligne des orientations royales pour le développement des ouvrages hydrauliques au Maroc. Actuellement, c'est une course contre la montre pour livrer ce projet dans les meilleurs délais. Aux commandes, une expertise 100% marocaine. Ce sont des compétences marocaines qui veillent à la réalisation des travaux, des ingénieurs, des techniciens et une main-d'œuvre qualifiée de près de 300 ouvriers, l'équivalent de 250 000 jours de travail. Le Maroc intensifie ses efforts pour renforcer ses capacités hydrauliques. 28 milliards de dirhams ont été alloués à la construction de 17 grands barrages. À terme, il devrait augmenter la capacité de stockage du pays de plus de 5,5 milliards de mètres cubes. Recensement général de la population et de l'habitat, une opération d'envergure qui démarre après-demain, dimanche 1er septembre. Le HCP a recensé plus de 37 000 districts de recensement, dont plus de 25 000 en milieu urbain et plus de 11 000 en milieu rural. En ce qui concerne les ressources humaines, le HCP a mobilisé plus de 40 000 enquêteurs, plus de 11 000 contrôleurs et 1171 superviseurs communaux. Des agents dont 32% sont des femmes et des hommes du secteur de l'éducation et 8% sont des fonctionnaires des administrations et institutions publiques, des salariés du secteur privé et des retraités de la fonction publique. Les détails de cette échéance ont été présentés hier en conférence de presse à Rabat par le haut commissaire au plan. Écoutez ces propos recueillis par Samira Aspan. Ce qui nous intéresse dans cette opération, c'est quel est l'état de développement économique, de développement social et de développement culturel au Maroc à un moment donné. Pour savoir qu'est-ce que nous avons réalisé et où se trouvent nos déficits et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir, pour combler les déficits et pour renforcer les acquis. Nous en parlons ce soir avec M. Houssine Lazaro, directeur régional de l'HCP de l'Oriental. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous le disions donc il y a un instant, le recensement général de l'habitat et de la population démarre après-demain, dimanche 1er septembre. Tout d'abord, dites-nous de quelle manière les résultats tirés de cette opération pourront-ils aider à planifier et surtout à améliorer les infrastructures urbaines et rurales ? Alors le recensement général de la population et de l'habitat est l'une des sources d'informations statistiques les plus importantes compte tenu d'indicateurs et de données qu'il génère sur la population, sur les conditions de vie des ménages. D'un côté, le recensement permet de déterminer la population légale du royaume au niveau national, mais également au niveau de toutes les unités territoriales. Donc je parle des régions, des provinces et des communes, et même au niveau de petites zones géographiques telles que les quartiers au milieu urbain et les douars au milieu rural. Et également, il permet on peut avoir la répartition de cette population selon les tranches d'âge, selon le milieu de résidence, selon le sexe également. Et le recensement, il nous permet de connaître les taux d'accroissement annuel moyen, ce qui rend possible donc l'établissement des projections démographiques de la population, mais également des projections des ménages, et c'est un point qui est très important. De l'autre côté, le recensement, il permet de produire un ensemble et une panoplie d'indicateurs sur démographiques et socio-économiques, donc en rapport avec les thématiques qui sont traitées par le questionnaire des recensements. Donc je parle de l'activité économique et la mobilité professionnelle, des langues et de l'analphabétisme, de l'éducation et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, de la couverture sociale, etc. Donc un ensemble d'indicateurs
qui permettent, bien sûr, d'un côté, nous avons l'information sur la démographie et sur la structure de la population, sur l'évolution de la population, et de l'autre côté, on a un ensemble d'indicateurs qui nous éclairent sur cette population. Et donc, pour les décideurs et pour les planificateurs, ça devient donc possible d'arrêter les déficits enregistrés au niveau de certaines collectivités territoriales, et donc d'identifier les besoins réels et les priorités de la population, toujours en rapport avec les infrastructures, qu'elles soient urbaines ou rurales, donc en rapport avec l'enseignement, la santé, l'eau, l'électricité, l'assainissement, les routes, etc. Et intéressons-nous à présent au secteur de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Quel pourrait être l'apport du recensement pour ce secteur stratégique? Alors déjà, l'appellation de l'opération, c'est le recensement général de la population et de l'habitat. Donc on ne recense pas uniquement la population, mais on fait également le recensement de l'habitat. Et ce sont donc une opération qui nous permet d'avoir une base de données très riche sur le secteur de l'habitat, mais également sur l'aménagement de territoire. Donc en ce qui concerne l'habitat, donc on a l'information sur le volume des parcs logements. Donc c'est très important. On a la typologie de logements également. Donc c'est le poids des appartements, le poids des maisons marocaines modernes, des maisons marocaines traditionnelles, le poids des villas, etc. On a également l'information sur l'âge des logements, sur les matières qui sont utilisées dans la construction de ces logements, donc pour les murs, les toits, les planchers, donc et également sur l'équipement de ces logements. C'est également comme information qui est très importante. Alors par rapport à l'aménagement de territoire, bien sûr, les données de recensement général de la population et de l'habitat, ils sont très importantes lors de l'élaboration des programmes de développement régionaux, les PDR, des programmes de développement provinciaux, des PAC en ce qui concerne les communes, également pour les SRAT, les schémas régionaux d'aménagement de territoire, qui sont bien sûr une référence pour l'élaboration d'un ensemble de documents d'urbanisme. Je parle essentiellement des plans d'aménagement, des PDU pour pour les déplacements urbains, des SDO, les schémas directeurs d'aménagement urbain, etc. Et dernière question, Monsieur Lazaro, vous êtes directeur régional du HCP pour la région de l'Oriental. Quelles sont les particularités de cette région et que représente-t-elle dans le cadre du nouveau recensement ? Alors, ce qu'on peut évoquer concernant la région de l'Oriental, d'abord, c'est que c'est une région là où il y a une partie de la population légale qui est les ménages nomades. Donc, c'est donc essentiel dans quelques provinces de la région, mais essentiellement dans la province de Figuig. Donc, on a une approche un peu spécifique pour le recensement de cette partie de la population qui, comme j'ai dit, donc c'est une population, une partie de la population légale. Donc, en plus de la population municipale et des sans-abri. Deuxième point qu'on peut citer, c'est que, bien sûr, la province Figuig, c'est une province qui est très vaste, donc l'étendue, donc il est très important. Donc, ce qu'on fait il y a une dispersion, il y a des distances importantes entre les logements des ménages. Donc, on adopte ce qui nous oblige à mobiliser de moyens supplémentaires pour le recensement des ménages de cette province. Et en dernier point, bien sûr, la région de l'Oriental, à l'instar des autres régions, on attend les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, comme il l'a évoqué, il l'a soulevé, Monsieur le ministre, pour avoir un état des lieux de ce qui a été réalisé donc, en matière économique, sociale, culturelle, etc. Donc on aura l'occasion, à travers un certain nombre d'indicateurs, et par rapport toujours aux infrastructures, bien sûr, on aura l'information exacte sur les quelques disparités territoriales qui existent au sein de la région de l'Oriental, et on aura également l'occasion de faire des comparaisons avec d'autres régions du royaume, mais également des comparaisons entre les provinces de la région de l'Oriental. Monsieur Hussein Lazaro, directeur régional de HCP pour l'Oriental, merci d'avoir été l'invité de notre édition. Merci. Place à notre page Monde d'Israël a mené aujourd'hui une frappe aérienne en Cisjordanie occupée, et cela au 3e jour d'une vaste opération militaire. Au moment où, selon l'ONU, la souffrance des habitants de Gaza va au-delà de ce que tout être humain devrait endurer. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a alerté sur la poursuite d'opérations militaires à proximité des hôpitaux et les graves dommages infligés aux infrastructures.
coupant par endroits électricité et télécommunications. Loin de la région au Japon, le typhon Shanshan, rétrogradé ce vendredi en tempête tropicale, a déversé des pluies torrentielles. 6 morts ont été recensés. Ce typhon, l'un des plus puissants des dernières décennies, a frappé l'archipel et est devenu tempête tropicale avec des vents au-dessus de 100 km/h en remontant l'archipel vers les villes d'Hiroshima et Osaka. Nous entamons à présent la page sport par la conférence de presse qu'a tenue hier à Salé le sélectionneur national Walid Regragui en prévision des matchs face au Gabon et au Lesotho dans le cadre de la CAN 2025. Walid Regragui a dévoilé la liste des joueurs retenus. Le sélectionneur national s'est aussi expliqué sur l'absence de Romain Saïs et la présence de Naïf Aguerd et Esdine Ounahi. 26 joueurs retenus pour disputer les prochains matchs face au Gabon et au Lesotho, respectivement les 6 et 9 septembre, au Grand Stade d'Agadir. Abordant les contraintes liées au début de saison, notamment le manque de compétitivité et le mercato qui affectent la concentration des joueurs, le sélectionneur national a évoqué les cas de Naïf Aguerd et Esdine Ounahi, convoqués même s'ils ne sont pas encore fixés sur leur situation en club. Mais c'est des joueurs sur qui je compte. Dima kan andi tiqa fihom. Naïf, c'est un joueur important l'Inaf Lor, et Esdine, c'est un joueur, quand il vient en équipe nationale, eh ben c'est un joueur différent et c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme diallo. Wesh يقدر يلعب واش يقدر يلعب 90 دقائق et 2 matchs. غنشوفوا مني غيجي. Mais en tout cas, je pense que en tant que sélectionneur كنخصني نوري له الثقه ديالي هو ولا نايف. Parce que voilà, mais ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs. Ils auraient pu partir dans des pays qu'on leur propose beaucoup d'argent, mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque pour le moment de refuser ces offres. L'équipe nationale. En revanche, Romain Saïs, dont la situation sportive n'est pas claire, n'a pas été convoqué. Les explications du sélectionneur national. Sa situation aujourd'hui sportive, Al-Sad, elle n'est pas claire. Je pense que depuis le dernier match, mois de juin, même s'il a fait une bonne préparation, je pense qu'aujourd'hui, fad le rassemblement, Hussein il guide sa situation à Al-Farqa Diallo, qu'il ait plus de visibilité le projet sportif Diallo. C'est quelqu'un quand même, qui a de l'expérience. Tirant les leçons de l'échec de la dernière CAN, Walid Regragui a souligné qu'un travail de rajeunissement a été lancé avec un focus sur les U23 qui constituent l'antichambre de l'équipe A. La priorité aujourd'hui, c'est la CAN 2025. Surtout d'abord la préparation de la CAN. On a 1 an, pratiquement 1 an et demi. Parce qu'au mois de mars, il y a la qualification de Coupe du Monde. Donc, les 6 matchs qui viennent, c'est peut-être la fenêtre qui est là. Peut-être d'autres systèmes de jeu, peut-être un peu plus de temps de jeu, certain, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très conservateur le temps de jeu, qui a gimné le farqat pour les automatismes. À l'issue du tirage au sort, le Maroc, déjà qualifié en ses qualités de pays hôte, a été logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho. La phase finale de la CAN Maroc 2025 aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Direction à présent à Paris où l'athlète marocain Ayman El Haddaoui s'est qualifié hier pour la finale du 100 mètres. El Haddaoui a décroché son ticket pour la finale en occupant la première place de la première série avec un chrono de 10 secondes, 69e centième. Son compatriote Ayman Ayoub Sadani, qui était engagé dans la deuxième série de qualification, a été éliminé après 2 faux départs. Et retour sur le résultat du 100 mètres avec notamment le record d'Afrique d'Ayman El Haddaoui, le Marocain, dans cette première série du 100 mètres avec 10,69 et se qualifie. Et puis sachez que la para-taekwondiste marocaine Nawal Arif a été disqualifiée hier en demi-finale sur une décision médicale. La commission médicale relevant du comité international paralympique a invité l'athlète marocaine à marquer un arrêt d'1 mois à cause d'une blessure lors de son combat hier face à sa rivale mexicaine Claudia Romero.
C'est l'un des biopics les plus attendus de l'année, projeté en compétition à la 81e Mostra de Venise. Intitulé Maria, le film est centré sur la carrière de la célèbre cantatrice grecque Maria Callas, réalisé par le Chilien Pablo Larraín. Et c'est la star américaine Angelina Jolie qui incarne le personnage de la cantatrice. Le film s'intéresse aux derniers jours de la chanteuse d'opéra en 1977 à Paris. La préparation à ce rôle n'a pas été une sinécure pour Angelina Jolie qui a dû prendre 7 mois de cours de chant afin de prêter sa voix à la diva. A movie about probably the greatest voice of history. I was terribly nervous. I spent almost 7 months training because when you work with Pablo, you can't. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Oula.